Dans notre monde moderne, rempli de distractions, de nouvelles rapides et de réseaux sociaux qui défilent sans fin, il existe un savoir ancien, mais toujours aussi puissant, qui peut transformer une vie entière. Ce savoir, c'est ce que T. Harv Eker appelle les secrets de l'esprit millionnaire. Beaucoup de personnes rêvent de richesse, de liberté financière, d'une vie où l'argent ne serait plus une source d'angoisse. Pourtant, peu y parviennent réellement. Pourquoi? Parce que, selon Eker, la clé de la richesse n'est pas extérieure, elle est intérieure. Chapitre 1. La racine du problème. Le conditionnement financier. T. Harv Eker commence par une vérité brutale. Si vous êtes pauvre, ce n'est pas parce que vous manquez de travail, ni parce que vous n'êtes pas intelligent, mais parce que vous avez été conditionné à penser comme une personne pauvre. Dès l'enfance, chacun d'entre nous reçoit un plan financier inscrit dans son subconscient. Ce plan détermine comment nous percevons l'argent, comment nous l'utilisons et jusqu'où nous pouvons aller financièrement. Par exemple, en France, beaucoup d'enfants entendent leurs parents dire des phrases comme « L'argent ne pousse pas sur les arbres ». Si tu veux réussir, fais de longues études, trouve un CDI et reste-y jusqu'à la retraite. Les riches sont des profiteurs. Ces phrases, répétées des centaines de fois, deviennent des vérités profondes dans notre esprit. Résultat, même adultes, inconsciemment, nous sabotons nos propres chances de devenir financièrement libres, car notre logiciel intérieur est programmé pour la sécurité, pas pour la richesse. Chapitre 2. Le plan financier interne. Imaginez votre esprit comme un thermostat. Si dans votre subconscient, votre température financière est réglée sur 2 000 € par mois, vous aurez beau gagner 10 000 €, vous trouverez toujours un moyen de redescendre à 2 000. Dépenses inutiles, mauvaises décisions, dettes. À l'inverse, si votre thermostat est réglé sur 100 000 €, même après une chute ou une perte, vous trouverez un moyen de remonter à ce niveau. Un exemple français, combien de gagnants du loto perdent toute leur fortune en quelques années? Pourquoi? Parce que leur thermostat intérieur n'était pas préparé à gérer des millions. L'argent extérieur a changé, mais leur esprit est resté pauvre. Chapitre 3. La différence entre l'esprit riche et l'esprit pauvre. Eker distingue deux mentalités. 1. La mentalité pauvre, elle pense en termes de manque. Les pauvres disent souvent « je ne peux pas me le permettre ». 2. La mentalité riche, elle pense en termes d'opportunité. Les riches demandent « comment puis-je me le permettre ?» La différence est subtile, mais puissante. La première phrase ferme la porte à toute possibilité. La seconde ouvre l'esprit à la créativité, aux solutions, aux opportunités. Prenons un exemple parisien. Quelqu'un voit un appartement à 400 000 € dans le 15e arrondissement. Une personne à mentalité pauvre dira « c'est impossible, je n'ai pas cet argent ». Une personne à mentalité riche pensera « comment puis-je lever des fonds? Puis-je trouver un associé, un crédit bancaire ou une solution innovante ?» Chapitre 4. Les riches se concentrent sur les opportunités, les pauvres sur les obstacles. Une autre différence essentielle est l'orientation de l'attention. Les pauvres voient les risques, les difficultés, les échecs potentiels. Les riches voient les occasions, les apprentissages et les réussites possibles. C'est comme deux personnes qui regardent la même opportunité. Un Français moyen pourrait dire « lancer une start-up, c'est trop risqué. La paperasse est compliquée. Les impôts sont lourds. » Un entrepreneur avec une mentalité riche dira « oui, c'est compliqué, mais si je réussis, je peux créer de la valeur, donner des emplois et atteindre une liberté incroyable. » Le problème, ce n'est pas la France, ni les impôts, ni la bureaucratie. Le vrai problème, c'est le regard que nous portons sur ces obstacles.
Chapitre 5. La responsabilité personnelle. Eker insiste sur un point. Les riches prennent 100% de responsabilité pour leur vie. Les pauvres, eux, passent leur temps à blâmer les autres. Le gouvernement est responsable. Mon patron est injuste. Je n'ai pas eu de chance. En France, combien de fois entendons-nous, avec le système fiscal, c'est impossible de s'enrichir. Pourtant, de nombreux entrepreneurs français réussissent malgré ce système. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de se poser en victime. Les riches savent qu'il y aura toujours des défis. Mais au lieu de se plaindre, ils se demandent « Qu'est-ce que je peux contrôler? Qu'est-ce que je peux changer? Comment puis-je agir ?» Chapitre 6. Le focus sur la richesse et non sur la survie. Un autre secret de l'esprit millionnaire est que les riches se concentrent sur la richesse, pas seulement sur la survie. Les pauvres travaillent pour payer leurs factures. Leur objectif est simplement de tenir jusqu'à la fin du mois. Les riches, eux, travaillent pour créer des actifs, entreprises, investissements, propriétés. Prenons un exemple concret. Pierre travaille comme employé dans une société à Lyon. Chaque mois, son salaire couvre ses factures, son loyer et quelques loisirs. Mais à la fin, il reste presque rien. Sophie, elle, est professeure, mais au lieu de seulement dépenser son salaire, elle a investi dans un petit studio à louer à Nantes. Puis un deuxième. Aujourd'hui, ses loyers couvrent ses dépenses. Elle n'est pas encore millionnaire, mais elle s'est libérée du cycle de survie. Chapitre 7. La croissance continue. Enfin, Eker nous rappelle que les riches ne cherchent pas seulement à avoir plus d'argent, mais à devenir plus grands que leurs problèmes. Un pauvre espère des petits problèmes faciles. Un riche cherche à développer sa capacité à gérer de grands problèmes. Exemple. Beaucoup de Français se plaignent de devoir gérer leurs impôts complexes, mais un grand entrepreneur qui génère des millions doit gérer une équipe, des responsabilités légales, des investisseurs, des clients. Plus les problèmes sont grands, plus la récompense est grande. Eker dit « Ne cherchez pas une vie facile, cherchez à devenir une personne plus forte ». Dans cette première partie, nous avons vu que la richesse n'est pas une question d'opportunité extérieure, mais de mentalité intérieure. Tout commence par le conditionnement, le thermostat financier et l'attitude face aux défis. Si vous voulez devenir riche, vous devez rééduquer votre esprit. Si vous voulez changer votre vie, vous devez changer votre manière de penser. Et dans la partie 2, nous verrons comment transformer ces principes en actions concrètes. Comment bâtir votre fortune en comprenant la différence entre revenus, épargne et surtout actifs. Partie 2. Les croyances cachées qui dirigent ta vie financière. Quand on parle d'argent, beaucoup de gens pensent que leur réussite dépend seulement de leur travail, de leur salaire ou encore de la chance. Mais la vérité, comme l'explique Harv Eker, est beaucoup plus subtile. Ton schéma financier intérieur détermine tes résultats extérieurs. C'est comme un logiciel invisible installé dans ton esprit. Tant que tu ne modifies pas ce programme, tu répéteras encore et encore les mêmes erreurs financières. En France, par exemple, on voit souvent des personnes qui gagnent bien leur vie, des ingénieurs, des cadres supérieurs, ou même des fonctionnaires de haut niveau. Pourtant, malgré un bon salaire, ils finissent chaque mois avec très peu d'économies, voire avec des dettes de crédit à la consommation. Pourquoi? Parce que leur manière de gérer l'argent est contrôlée par leurs croyances inconscientes, héritées de leur enfance, de leur famille et de la société. Héritage familial. Ce que tu entends, tu finis par y croire. Pense un instant à ce que tu entendais quand tu étais enfant. Certains ont grandi avec des phrases comme « L'argent ne pousse pas sur les arbres »,« Il faut travailler dur pour réussir »,« Les riches sont des profiteurs ». Ces phrases ne sont pas anodines. Elles s'impriment dans ton subconscient comme des vérités absolues. En grandissant, tu reproduis ces croyances sans même t'en rendre compte.
Par exemple, en France, il existe une forte culture de la sécurité de l'emploi. Beaucoup de parents répètent à leurs enfants « Passe un concours, deviens fonctionnaire, tu auras la sécurité pour la vie ». Ce conseil n'est pas mauvais en soi, mais il transmet l'idée que prendre des risques ou entreprendre est dangereux, presque irresponsable. Résultat, même quand ces enfants deviennent adultes, ils préfèrent rester dans une situation confortable mais limitée, plutôt que de chercher à créer de vraies richesses. L'influence de la société française. Ajoutons à cela l'influence de la société. La France est un pays où l'on critique facilement ceux qui réussissent financièrement. Quand un entrepreneur devient millionnaire, beaucoup disent « il doit forcément arnaquer quelque part » ou « ce n'est pas moral de gagner autant ». Cette mentalité crée une sorte de culpabilité vis-à-vis de l'argent. Beaucoup de personnes qui pourraient réussir s'auto-sabotent inconsciemment parce qu'elles associent richesse et immoralité. Elles pensent que pour être quelqu'un de bien, il faut rester modeste, voire se contenter du minimum. Harv Eker explique que ce type de croyance agit comme une barrière intérieure. Même si tu travailles plus dur, même si tu as de bonnes opportunités, ton schéma mental va trouver une façon de limiter tes gains. C'est comme si tu avais un thermostat intérieur réglé sur une certaine température. Si tu gagnes trop par rapport à ton schéma, tu vas inconsciemment dépenser, investir mal ou perdre cet argent pour revenir à ton niveau habituel. L'exemple du thermostat financier. Imaginons deux personnes à Paris. La première gagne 2 000 € par mois, la seconde 6 000 €. Si toutes deux ont un schéma financier limité, que se passe-t-il? Celle qui gagne 2 000 € dira « Je n'arrive jamais à finir le mois, tout est trop cher ». Elle finira à découvert. Celle qui gagne 6 000 € dira « Avec les crédits, le loyer, les restaurants, les vacances, je ne garde rien ». Elle aussi finira à zéro. Le problème n'est pas le revenu, mais le thermostat intérieur. Tant que tu ne l'élèves pas, tu resteras bloqué au même niveau de richesse. Modifier son schéma intérieur. Harv Eker insiste sur une vérité. Ton schéma financier n'est pas une fatalité. Tu peux le changer. Mais pour cela, tu dois d'abord en prendre conscience. Un exercice simple qu'il propose est de prendre un carnet et d'écrire toutes les phrases sur l'argent que tu as entendues durant ton enfance. Ensuite, pose-toi la question. Est-ce que cette croyance m'aide ou me limite aujourd'hui? Par exemple, si tu as souvent entendu « les riches sont égoïstes », tu peux la transformer en une nouvelle affirmation. Les personnes riches peuvent être généreuses et contribuer à la société. En France, beaucoup d'associations, d'œuvres caritatives ou même des projets culturels sont financés par de grands entrepreneurs. Cela prouve bien que la richesse peut être une force positive. L'importance des modèles. Une autre clé, selon Harv Eker, est de s'entourer de modèles positifs. Si tu veux devenir riche, regarde comment les riches pensent et agissent. Malheureusement, en France, on a tendance à jalouser ceux qui réussissent au lieu de s'en inspirer. Par exemple, au lieu de critiquer Bernard Arnault ou Xavier Niel, on pourrait se demander quelles habitudes, quelles visions leur ont permis de réussir. Même sans viser leur niveau, on peut apprendre énormément en observant leur état d'esprit. Harv Eker raconte souvent l'histoire de son propre parcours. Au départ, il était fauché et échouait dans tous ses projets. Mais après avoir étudié les habitudes des riches, il a commencé à penser différemment, à agir différemment, et peu à peu, ses résultats financiers ont changé. Les émotions liées à l'argent. En France, beaucoup de gens associent l'argent au stress. On parle de fin de mois difficile, de galère, de dette. Ces émotions négatives créent un cercle vicieux. Plus tu ressens du stress vis-à-vis de l'argent, plus tu prends de mauvaises décisions. Harv Eker explique que les riches, au contraire, associent l'argent à la liberté,
aux opportunités et à la créativité. Pour eux, l'argent n'est pas une fin en soi, mais un outil pour créer la vie qu'ils désirent. Imagine 2 personnes à Lyon. L'une reçoit un bonus de 5 000 €. Elle se dit « Super, je vais m'offrir un voyage et une nouvelle voiture. » Elle dépense tout. L'autre se dit « Super, je vais investir cet argent pour qu'il me rapporte encore plus. » Quelques années plus tard, cette deuxième personne a multiplié son capital. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le montant, mais l'émotion et la vision attachées à l'argent. L'argent comme miroir intérieur. Finalement, Harv Eker résume tout par une idée forte. L'argent est un miroir. Il reflète simplement ton état intérieur. Si tu as peur, tu vas manquer. Si tu as confiance, tu vas attirer. Si tu penses que l'argent est mauvais, tu vas l'éloigner. Si tu penses que l'argent est une ressource utile, tu vas en créer davantage. En France, on admire souvent les artistes, les écrivains ou les intellectuels qui vivent modestement. C'est une belle image romantique, mais parfois, cela enferme les gens dans une fausse idée. Pour être authentique, je dois rester pauvre. Pourtant, imagine ce que Victor Hugo ou Molière auraient pu créer avec encore plus de moyens financiers pour diffuser leurs œuvres. L'argent n'enlève pas l'authenticité, il permet de toucher plus de monde. Conclusion de la partie 2. Dans cette deuxième partie, nous avons vu que ta richesse extérieure est le reflet de ton schéma intérieur. Ce schéma est influencé par ta famille, la société et tes expériences passées. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux le modifier. Le premier pas est la conscience. Identifier les croyances qui te limitent. Ensuite, tu dois les transformer en croyances positives et constructives. Enfin, tu dois t'entourer de modèles inspirants et adopter de nouvelles émotions vis-à-vis de l'argent. Dans la prochaine partie, nous allons plonger encore plus loin. Quelles sont les différences concrètes entre la manière de penser des riches et celle des pauvres? Nous allons comparer leurs attitudes, leurs habitudes, et voir comment, pas à pas, tu peux toi aussi basculer du côté de l'abondance. Ici Book résumé, et nous venons de terminer la deuxième partie de Les secrets de l'esprit millionnaire. Reste avec nous pour la suite, car c'est maintenant que tu découvriras les vraies stratégies qui transforment un état d'esprit ordinaire en un état d'esprit millionnaire. Partie 3. Transformez vos pensées en réalité. Le processus de création. La loi de l'attraction ne se limite pas à rêver ou à espérer. C'est un véritable processus qui transforme des pensées invisibles en résultats tangibles. Le livre The Secret l'explique avec 3 étapes simples mais puissantes. Demander, croire et recevoir. Étape 1. Demander. Tout commence par une demande claire. Imaginez que vous soyez au restaurant et que vous commandiez votre plat préféré. Vous ne vous contentez pas de dire vaguement « Apportez-moi quelque chose à manger ». Vous précisez exactement ce que vous voulez. Une salade niçoise, un verre de Bordeaux ou une tarte tatin bien dorée. La vie fonctionne de la même manière. Lorsque vous demandez à l'univers, soyez précis. Ne dites pas seulement « Je veux être heureux ». Décrivez votre vision du bonheur, un travail qui vous passionne, une maison à Marseille avec vue sur la mer, ou encore du temps libre pour voyager à travers l'Europe. En France, beaucoup de personnes écrivent dans des carnets ou des journaux intimes. Utilisez cette habitude. Notez vos désirs comme si vous commandiez à l'univers un menu de vie. Étape 2. Croire. La deuxième étape est la plus difficile pour beaucoup. Croire. Croire signifie avoir une foi totale, comme si votre souhait était déjà en chemin. Imaginez un étudiant français qui postule pour une grande école à Paris. S'il doute sans cesse, « Je ne suis pas assez bon », ils ne me prendront jamais. Il bloque l'énergie positive. Mais s'il croit fermement, s'il visualise son admission, il augmente non seulement ses chances, mais il attire aussi les bonnes actions.
Révisez avec enthousiasme, cherchez des contacts, restez motivé. Croire, c'est comme attendre un colis que vous avez commandé en ligne. Vous ne vérifiez pas chaque seconde si le livre est arrivé. Vous avez confiance que la Poste ou Chronopost vous livrera. Vous continuez votre journée avec l'assurance que le paquet est en route. Étape 3. Recevoir. Enfin, il faut être prêt à recevoir. Cela signifie adopter une attitude de gratitude et agir comme si votre rêve était déjà accompli. Prenons un exemple quotidien. Si vous voulez une nouvelle relation amoureuse, mais que vous vivez entouré de doutes et de rancunes du passé, vous bloquez l'espace pour accueillir cette personne. Mais si vous commencez à prendre soin de vous, à sortir, à sourire davantage, vous ouvrez la porte à cette nouvelle rencontre. Recevoir, c'est aussi remercier avant même que le cadeau n'arrive. Un peu comme lorsqu'un ami vous dit qu'il va vous offrir une surprise pour votre anniversaire. Vous ressentez déjà de la joie et de l'excitation avant même de déballer le paquet. Visualisation, l'art français de rêver. Éveiller. La visualisation est une clé essentielle de ce processus. Il s'agit de créer une image mentale claire et vivante de ce que vous voulez. En France, on retrouve cette pratique dans de nombreux domaines. Les sportifs de haut niveau visualisent leur victoire, les artistes imaginent leur chef-d'œuvre avant même de le peindre, et même les étudiants visualisent leur réussite aux examens. Essayez cet exercice. Avant de dormir, imaginez que vous êtes déjà en train de vivre la vie que vous désirez. Ressentez les émotions, la fierté, la joie, la gratitude. Plus vos émotions sont fortes, plus votre visualisation agit comme une commande prioritaire pour l'univers. Exemple concret, de l'idée au succès. Regardez autour de vous. Chaque invention, chaque succès, chaque réalisation a commencé par une pensée. Les créateurs français comme Gustave Eiffel n'ont pas construit la Tour Eiffel en doutant. Ils ont d'abord imaginé cette œuvre, puis ils ont cru en sa possibilité, et enfin, ils ont agi pour la réaliser. Vous aussi, vous avez ce pouvoir. Que vous soyez à Lyon, à Toulouse ou à Montréal, votre esprit est une fabrique à réalité. La loi de l'attraction vous rappelle que vous êtes l'architecte de votre destin. Conclusion de la partie 3. Le processus demandé. Croire. Recevoir n'est pas une magie passive. Il exige de la clarté, de la foi et une ouverture totale à recevoir. Chaque pensée positive que vous entretenez est une brique qui construit la maison de votre futur. Alors, la prochaine fois que vous sentez le doute arriver, souvenez-vous, votre esprit est un projecteur. Projetez ce que vous voulez voir, pas ce que vous craignez. Car comme le dit The Secret, l'univers ne fait pas la différence entre une pensée positive ou négative. Il matérialise simplement ce que vous lui envoyez avec intensité. Partie 4. Vivre la loi de l'attraction au quotidien. Nous avons compris comment fonctionne la loi de l'attraction. Nos pensées créent notre réalité. Mais pour beaucoup de personnes, cela reste encore une idée abstraite. Alors, comment l'appliquer concrètement chaque jour dans une vie française moderne, faite de métro, de boulot et parfois de stress? Dans cette dernière partie, nous allons explorer des habitudes simples, des exemples inspirants et des exercices pratiques pour intégrer The Secret dans votre quotidien. La gratitude, l'art de dire merci. La gratitude est l'un des outils les plus puissants de la loi de l'attraction. Dire merci change votre vibration intérieure et attire davantage de situations positives. En France, il existe une longue tradition de valoriser les petites choses de la vie, partager un café sur une terrasse parisienne, apprécier une balade sur les quais de la Seine, admirer un coucher de soleil à Biarritz.
Lorsque vous remerciez pour ces moments, vous signalez à l'univers « J'aime ça, envoie-m'en encore ». Essayez cet exercice. Chaque matin, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être simple. Merci pour mon café chaud. Merci pour ma santé. Merci pour mon ami qui m'a appelé hier. Petit à petit, votre esprit s'entraîne à voir le positif partout. Remplacez le négatif par le positif. Nous vivons dans une société saturée de nouvelles parfois anxiogènes. Allumez la télévision ou ouvrez un journal et vous verrez des crises, des conflits, des scandales. Bien sûr, il est important de rester informé, mais attention, ce que vous consommez nourrit votre esprit. Un Français qui lit chaque matin des gros titres alarmistes commence déjà sa journée avec de la peur et de la frustration. Mais celui qui choisit de lire quelques pages inspirantes ou qui écoute un podcast motivant dans le métro alimente sa journée avec une énergie constructive. La loi de l'attraction vous invite à être sélectif. Posez-vous cette question. Est-ce que ce que je lis, regarde ou écoute contribue à la vie que je veux créer? Les relations. Attirez l'amour et l'amitié. La loi de l'attraction ne s'applique pas seulement à l'argent ou à la carrière. Elle s'applique aussi aux relations humaines. Si vous répétez sans cesse « Je tombe toujours sur des gens qui me trahissent » ou « Il n'y a plus de vraies amitiés », vous attirez exactement ce type d'expérience. Mais si vous affirmez « Je mérite des relations sincères » et que vous ressentez cette vérité, alors vous commencez à attirer des personnes alignées avec votre énergie. Un exemple français, beaucoup de couples se rencontrent lors de voyages, dans des associations ou même dans des cafés. Pourquoi? Parce que ces lieux sont chargés d'émotions positives. Lorsque vous vibrez la joie, vous devenez comme un aimant pour ceux qui partagent la même fréquence. L'argent. Créer une mentalité d'abondance. En France comme ailleurs, l'argent est souvent associé à la peur ou au manque. Beaucoup disent « La vie est trop chère, je n'ai jamais assez ». Ces phrases entretiennent une vibration de pénurie. Imaginez au contraire que vous voyez chaque euro comme une graine. Lorsque vous dépensez pour un repas agréable, dites-vous « Cet argent circule et reviendra vers moi, multiplié ». De nombreux entrepreneurs français, petits commerçants ou grands innovateurs, ont adopté cette mentalité. Ils savent que l'argent est une énergie et qu'il circule mieux lorsqu'on l'accueille avec confiance au lieu de le craindre. Un exercice concret. Chaque fois que vous recevez de l'argent, salaire, remboursement, cadeau, dites mentalement merci. Et chaque fois que vous payez une facture, au lieu de râler, dites « Je suis heureux de pouvoir payer cela, cela prouve que j'ai de quoi vivre ». Cette gratitude attire davantage d'abondance. Santé et bien-être. Pensez la guérison. Le corps réagit puissamment à nos pensées. En France, on voit de plus en plus de pratiques comme la méditation, le yoga ou encore la sophrologie. Ces disciplines aident à calmer le mental et à renforcer la santé. Si vous répétez sans cesse « Je suis toujours fatigué », votre corps suit cette commande. Mais si vous affirmez « Je me sens chaque jour plus fort », votre énergie change. De nombreux médecins parlent de l'effet placebo. Croire en un traitement améliore réellement la guérison. La loi de l'attraction agit de manière similaire. Exercice. Créer son tableau de vision. Un outil très populaire, même en France, est le Vision Board ou tableau de vision. Prenez un panneau ou une grande feuille et collez-y des images représentant vos désirs. Une maison de campagne en Provence, une photo d'un diplôme, un couple heureux, un billet d'avion pour la Guadeloupe. Placez-le dans un endroit visible. Chaque fois que vous le regardez, ressentez l'émotion d'avoir déjà obtenu tout cela. Cet exercice simple stimule votre subconscient et vous garde concentré sur vos objectifs. Témoignage inspirant. À Paris,
Une jeune graphiste a commencé à écrire tous les jours dans son carnet ce qu'elle voulait. Travailler en freelance, voyager et avoir du temps libre. 2 ans plus tard, elle a quitté son emploi salarié, trouvé ses premiers clients en ligne et vit désormais entre Paris et Lisbonne. À Lyon, un père de famille a utilisé la visualisation pour surmonter des dettes. Chaque soir, il s'imaginait écrire des chèques sans crainte et voir son compte bancaire positif. Progressivement, il a trouvé des opportunités de travail et a soldé ses dettes. À Marseille, une femme qui avait perdu confiance en l'amour a commencé à pratiquer la gratitude et à affirmer chaque matin « Je mérite l'amour et je suis prête à le recevoir ». Quelques mois plus tard, elle a rencontré son compagnon actuel dans une librairie. Ces histoires montrent que ce n'est pas de la magie abstraite, mais une pratique concrète qui change la vie. Conclusion de la partie 4. La loi de l'attraction n'est pas un concept lointain réservé aux rêveurs. C'est une manière de vivre, une discipline quotidienne qui transforme votre esprit en aimant un miracle. Souvenez-vous, vos pensées sont des graines, vos émotions sont l'eau et vos croyances sont la lumière. Ce que vous entretenez grandit. Si vous plantez des graines de peur, vous récolterez des obstacles. Si vous plantez des graines de joie et d'abondance, vous récolterez une vie épanouissante. Et maintenant, la balle est dans votre camp. Chaque jour est